Ah oui, à force de parler de coopération régionale entre la Guyane et ses voisins directs, Brésil, Suriname et les organisations internationales sud-américaines et de la Caraïbe, nous aurions presque tendance à oublier que la Guyane fait partie de l'Union européenne au titre de région ultra-périphérique. Il y a quelques mois, un rapport a été présenté, je cite, sur l'évaluation de la nouvelle communication de la Commission relative aux régions ultra-périphériques. C'est un petit peu long, mais le constat est clair. Oublier les RUP dans l'Union européenne est une erreur qui a trop souvent été faite et qui ne doit plus se reproduire. Alors comment renforcer les liens entre Bruxelles et Cayenne? Pour en parler, l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Caroline Roux, est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Caroline Roux. Vous êtes donc députée européenne et vous êtes en Guyane depuis dimanche. Il y a eu, j'ai regardé un petit peu le programme, une visite du port de Sinnamary, des échanges avec des maires, des pêcheurs, des associations environnementales et le président de la CTG également. J'aimerais qu'on commence par une phrase que vous avez dite et que j'ai trouvée, ça date de juin dernier. Les régions ultra-périphériques font partie intégrante de l'Union européenne. C'est un fait que nous oublions souvent. Comment ça se fait, Caroline Roux, d'après ce que vous constatez tous les jours au niveau européen, à Strasbourg, à Bruxelles, les problèmes, ils viennent d'où? C'est quoi? C'est l'éloignement qui fait que Bruxelles, parfois, ne pense pas assez à ce qui se passe de l'autre côté de l'océan? Alors, depuis le début de mon mandat, je trouve que avant justement cette communication sur ce rapport sur les régions ultra-périphériques, pour moi, on n'en parlait absolument pas du tout. Aujourd'hui, on commence à parler des régions ultra-périphériques. On a l'article 349 qui doit être mis en avant, pas suffisamment encore. Aujourd'hui, on parle des régions ultra-périphériques. Je pense qu'il faut aller encore plus loin, parler des territoires, des spécificités de chaque territoire. Si je suis venue en Guyane, c'est pour me rendre compte de ce qui se passe à Cayenne, c'est ce qui se passe sur le territoire, mais vraiment la spécificité du territoire et pouvoir rapporter ça au sein du Parlement européen. J'ai vu plein de choses. Vous avez cité un certain nombre de visites et de rencontres que j'ai fait. J'ai fait aussi des rencontres dans les quartiers, avec des jeunes de quartier, des associations de jeunesse. À Montlucas notamment, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voir ce qui s'y passe. Et je pense qu'il est très important d'être sur le terrain parce qu'on est à Bruxelles, sur cette bulle bruxelloise, comme on le dit très souvent. Ça, pour le coup, c'est pas un fantasme. Il y a vraiment parfois un sentiment de déconnexion quand on est à Bruxelles. Moi, j'adore travailler sur le terrain. Je suis issue de la société civile et j'ai vraiment besoin de travailler sur le terrain pour me rendre compte de ce qui se passe sur le territoire et le remonter au sein du Parlement européen. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais vraiment avec la spécificité du territoire et non pas seulement sur les RUP. Comment vous en êtes venu du coup à vous intéresser à cette question-là des RUP et qu'est-ce qui explique du coup en creux votre déplacement ici en ce moment en Guyane? Alors moi j'habite dans un secteur en France Alpes-Maritimes, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc sur un bassin marin. Et donc la spécificité du territoire marin a ses caractéristiques et j'ai besoin d'aller sur le terrain voir ce qui s'y passe. Voir ce qui se passe en Guyane, puisque j'ai travaillé sur le rapport sur les régions ultra-périphériques, pour moi était important de voir qu'est-ce qui se passe en Guyane. Qu'est-ce qui se passe en Martinique? Qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe? Et ensuite ailleurs. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant ces 2 jours. Malheureusement, ça a été un petit peu marathon, mais voilà, j'ai constaté énormément de choses. On entrera évidemment dans les minutes qui viennent sur des sujets concrets, notamment je pense au sujet de la pêche, qui est un des grands dossiers qui concerne et qui touche la Guyane et ses relations avec l'Union européenne. Mais d'abord un mot, sur la démarche. Est-ce que votre visite en Guyane vous a fait prendre conscience peut-être des décalages qu'il peut y avoir entre la vision que l'on peut avoir depuis Bruxelles pas forcément que la Guyane, mais tous ces territoires qui sont éloignés et de ce qui s'y passe véritablement concrètement? Je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai constaté pendant ces 2 jours. Sur quel point par exemple? Pour moi, le territoire aujourd'hui est un territoire oublié. Il y a une défaillance du gouvernement français qui a fait énormément d'annonces. Et aujourd'hui, je m'aperçois que les annonces sont restées que des annonces et non pas des actes. Et aujourd'hui, on a besoin de justement dénoncer ça. Et moi, je ferai un rapport et un récapitulatif de ma mission pour exposer d'ailleurs peut-être à l'agenda de la commission pêche, puisque je suis en commission pêche, et dénoncer un petit peu ce que j'ai vu pour essayer de faire avancer les choses. Alors c'est sûr que je n'ai pas une baguette magique, je ne vais pas résoudre tous les problèmes, mais il faut vraiment dénoncer ce qui se passe et expliquer aux gens ce qui se passe
dans la bulle bruxelloise. Et ça, Oui, c'est oui, parce important. qu'évidemment, nous ici, on a l'habitude d'entendre et de répéter les problèmes, on a l'impression que tout le monde est au courant, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que, voilà, de l'autre côté, que ce soit à Paris ou encore peut-être même pire à Bruxelles, les sujets, ils sont pas forcément conscientisés par tout le monde. Oui, c'est pour ça que les visites de terrain Ouais. sont vraiment très importantes, mais pas que la visite du terrain en se disant, voilà, c'est super, je suis allée sur le terrain, c'est très bien, et après. Il faut vraiment qu'il y ait un après. Parce que là, sur les annonces du gouvernement, j'ai l'impression que ce sont des annonces. J'avais déjà rencontré l'ancien ministre Outre-mer qui était venu au Parlement européen. Et après, on a un nouveau ministre aujourd'hui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça c'est ma question. Alors, il y a ce qui se passe au niveau gouvernemental, il y a aussi ce qui se passe au niveau européen, a été annoncé. Je le précise quand même à tout le monde, parce que c'est un peu difficile parfois d'arriver à comprendre comment marche l'Union européenne. Vous êtes député, eurodéputé, vous n'êtes donc pas la Commission européenne, mais la Commission avait annoncé justement des actions concrètes pour améliorer la vie des habitants. C'est quoi? C'est juste une belle formule, ou vous croyez véritablement qu'il peut y avoir un changement de braquet à ce niveau-là dans les mois et années qui viennent? Alors, dans les mois qui viennent, je dirais que la machine européenne est Et pas lente. toujours très rapide en termes de législation et d'application des législations. Dans les années à venir, il faut pousser. Et le fait qu'il y ait eu une communication de la Commission européenne sur les régions ultrapériphériques entame la possibilité de travailler sur ces régions. Plus sur les territoires. Parce que C'est un premier vraiment, pas en fait, c'est ça? pour moi, c'est un premier pas. Mais il faut aller très vite parce que les besoins ici sont urgents et importants. Quand j'ai vu les conditions de travail des pêcheurs aujourd'hui, on ne peut pas laisser les pêcheurs dans cet état-là aujourd'hui. Il va falloir trouver des solutions. Et donc, au sein de la commission pêche, aujourd'hui, je vais pouvoir travailler sur vraiment la problématique de la Guyane. Et c'est vraiment spécifique, la problématique de la Guyane. Et je le répéterai pas assez parce que on est sur un territoire vraiment spécifique. Parce que j'ai un petit peu lu, alors pas totalement, parce que je le dis, voilà, c'est quand même assez long cette communication concernant les régions ultra-périphériques. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. J'ai quand même l'impression que ça reste un petit peu abstrait et flou et qu'on entend répéter encore le même constat encore une fois. En fait, il faut un agenda clair, concret, avec des objectifs aussi à atteindre pour ne pas que ça reste finalement, encore une fois, un énième constat de plus. Alors, ça, c'était une annonce de la Commission européenne sur Oui. une communication. Aujourd'hui, je pense que sur tous les rapports qu'on a, il va falloir s'atteler à rajouter et à amender les textes en prenant en considération les régions ultrapériphériques. Dans chaque texte qu'on a aujourd'hui, si on peut rajouter un amendement spécifique à la Guyane, aux régions ultrapériphériques, c'est important. Je pense qu'on a mis un pas en avant. Et surtout, il faut continuer à avancer et non pas dire bon ben voilà, nous on a travaillé sur la communication de la commission et puis voilà, c'est très bien, on s'arrête là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, quand on travaillera sur des rapports, faire en sorte de prendre les spécificités de ces territoires. Oui, pour ne pas oublier finalement que tout ça existe. Une question, Caroline Roos, sur la pêche, puisque vous faites partie de la commission pêche au Parlement européen. L'Europe, on l'a dit, l'Europe et la pêche guyanaise, c'est un des grands dossiers dont on a beaucoup parlé ici ces derniers mois, avec le renouvellement des flottes de pêche qui avaient été adoptées par le Parlement et des fonds qui auraient dû arriver, mais qui se font toujours attendre. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. C'est quand même laborieux la manière avec laquelle ce dossier est traité. Alors, il y a une double problématique, c'est l'arrivée des fonds qui se font attendre. Et puis, sur un amendement sur le renouvellement des flottes. Moi, j'ai voté contre cet amendement sur le renouvellement des flottes parce qu'aujourd'hui, en toute évidence, et puis avec ce que j'ai vu en plus sur le terrain, comment est-ce qu'un pêcheur artisan peut faire une demande de fonds européens pour un renouvellement de son bateau? Il n'a pas les moyens humains pour faire cette demande et puis il ne peut pas faire le banquier aussi. Quand je vois la situation des pêcheurs aujourd'hui, si j'avais voté pour cet amendement, eh ben en fait, les fonds européens vont arriver sur des structures où ils ont les moyens humains pour monter les dossiers, où ils ont la possibilité financièrement de faire la banque. Donc, Oui. en fait, où vont les fonds européens? Sur la pêche industrielle, tout simplement. Donc les pêcheurs artisans sont oubliés. Donc moi, je ne pouvais pas voter cet amendement. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Donc vous n'êtes pas forcément contre le renouvellement de la flotte, mais contre son utilisation finalement et son dévoiement en quelque sorte. Alors mon combat depuis le début, puisque j'ai une histoire particulière par rapport à la mer et aux pêcheurs, puisque je suis issue d'une famille de marins. Mon père était marin embarqué, mon mari était marin embarqué, et moi-même étais marin embarqué.
Donc la défense de la pêche artisanale, du pêcheur artisan, ça fait partie de mon combat et je mènerai ce combat jusqu'à temps que je suis au Parlement européen. Ce combat m'anime en fait. Donc pour moi, il faut retravailler sur des amendements avec la spécificité des pêcheurs artisans et comment on peut les accompagner pour monter les dossiers et faire en sorte qu'ils ne fassent pas le banquier. Parce que ça, c'est pas possible. Justement sur ce point-là, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps, à la fois au niveau de l'État français, mais aussi au niveau européen, le fait que c'est très difficile de monter ces dossiers. On ne voit pas forcément ce que ça veut dire exactement, à quel point c'est difficile. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner finalement qui montrent que quand on n'a pas une grosse équipe derrière soi, c'est difficile d'aller toquer à la porte des autorités françaises et européennes pour avoir des financements? Alors, un exemple, en fait, dans ma région, je suis en relation régulière avec les pêcheurs artisans. D'ailleurs, je sors en mer avec eux. Un jour, j'ai un pêcheur qui me dit, bon ben voilà, je voudrais rechanger le bateau le moteur de mon bateau. Je dis ok, on va regarder. Donc j'ai fait l'expérience moi. Je suis allée sur le site, sur le FEAMPA, une demande de fonds européens. Je m'y suis perdue totalement sur le dossier. Et puis on a une lourdeur administrative. Je pense qu'il faut au moins une personne pour gérer justement juste le dossier. On a des gros industriels qui ont des moyens humains pour gérer ces dossiers-là. C'est absolument pas possible aujourd'hui de demander ça aux pêcheurs artisans. On a demandé des simplifications de procédures. On a vu que c'était possible pendant des périodes d'urgence, comme on l'a vécu pour le Covid, pour la guerre en Ukraine. On sait simplifier les démarches. Donc nous, on demande et on le rajoute sur les dossiers, de faire en sorte que les mesures soient simplifiées et que les dossiers soient simplifiés justement pour avoir accès. Justement, sinon les pêcheurs artisans n'auront pas accès à ces fonds européens. Qu'est-ce qui ressort du coup des discussions là que vous avez pu avoir avec les acteurs de la filière pêche guyanaise? On sait les difficultés qu'ils rencontrent, on les reçoit souvent ici à ce micro et elles sont assez considérables. On va pas encore à nouveau les citer parce que tout le monde connaît à peu près le sujet, mais d'après ce que vous avez vu et entendu, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce que vous pourriez faire vous au niveau européen? Alors, justement, il y a cette problématique du renouvellement de la flotte. Oui. Quand je suis allée à bord des bateaux et quand je vois que sur un bateau de pêche de 12 mètres, il y a 4 personnes qui vivent à bord, parce qu'ils vivent à bord, ils ont une autorisation de sortie de 4 jours. Finalement, il reste 10 jours en mer parce que quand ils arrivent sur la zone de pêche, ils se retrouvent avec des bateaux de pêche illégale qui ont déjà déposé les filets, donc ils doivent attendre. Donc, ils sont 10 jours en mer sans conditions sanitaires, puisqu'ils n'ont pas de toilettes. Et ils sont sur une structure au niveau des bannettes. Les bannettes, c'est les couchages des marins. C'est juste inacceptable. Là, on est carrément sur un problème de droit humain. C'est un manque de respect envers les personnes qui travaillent en mer. Ce que j'ai vu aussi, donc il y a la problématique de la pêche illégale et puis il y a cette inégalité sur une taxation, et là je vais essayer de creuser le sujet sur la taxation d'une espèce où là c'est pour moi une discrimination en fait. Donc j'ai vu ça, et puis sur les infrastructures. Quand on me pose la question, est-ce que vous avez vu le chantier ? Je cherche le chantier. Je vois un monsieur avec une tronçonneuse couper un morceau de bois qui va servir pour refaire un bateau. C'est une aberration. Et le quai, je suis allée à la Rivaux et je suis allée à la crique. On me dit, vous avez vu, ici, c'est le quai de débarquement. Je me retourne, c'est quoi ? Il y a juste de la boue. Donc je pense que tout ça doit être mis en place. Monsieur Berville est venu il n'y a pas très longtemps ici, a fait pas mal d'annonces. Auparavant, l'ancien ministre est venu, a fait pas mal d'annonces. À un moment donné, il faut des actes. Quand je suis allée à la CTG, on m'a annoncé qu'il y avait sur le FEAMPA une enveloppe de 3 millions d'euros qui devrait servir à la pêche, pour la pêche durable, et notamment sur le quai. Donc je vais avertir le président du comité des pêches pour lui expliquer qu'il y a ces 3 millions d'euros, qu'il faut faire le montage pour avoir un quai de débarquement. Donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut mettre en place et faire en sorte qu'il y ait un suivi, parce que à la fois on a le comité des pêches qui n'est pas au courant qu'il y a cette enveloppe, à la fois la CTG peut-être ne diffuse pas suffisamment les informations. Donc je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table en disant voilà, on a besoin de ça, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les enveloppes disponibles, etc. C'est de ça dont vous parliez, Caroline Roos, quand vous avez déclaré qu'il fallait davantage mobiliser les fonds européens pour soutenir l'innovation et la transition écologique dans les Outre-mer notamment. Est-ce que c'est une des facettes qui revient ? Oui, ça fait partie d'une des facettes qu'il faut
faut reprendre, mais je pense que ce qui est vraiment très important, c'est d'arriver à tous pouvoir se parler et avoir cette communication. Tant qu'il n'y aura pas des transparences de qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi. Il faut vraiment que les pêcheurs, toutes les parties prenantes se mettent autour de la table, parce que sinon on n'avancera jamais. Chacun reste dans son coin et on ne sait pas qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que sont les besoins des pêcheurs. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut travailler et retravailler. Alors Caroline Rose, eurodéputée, on en a parlé, mais vous êtes aussi eurodéputée Europe Écologie Les Verts, donc parlons un petit peu des questions environnementales. Comment ça s'est passé, on va dire, lors des discussions que vous avez pu avoir avec les élus, les maires, la CTG, sur ces questions environnementales? On sait bien que c'est un sujet qui crispe beaucoup ici en Guyane, avec les pros, les antis, ceux qui disent que la priorité du territoire, c'est pas forcément la protection de l'environnement. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, ça s'est très bien passé, puisque j'ai eu des échanges constructifs. Il faut savoir que moi, je suis ici à l'invitation de Guyane Écologie, qui travaille sur le terrain ici. On a eu un certain nombre de questions avec la CTG, avec les élus, sur les problèmes environnementaux, sur tout ce qui est enclavement, désenclavement. Il faut savoir qu'on soutient le désenclavement. On travaille dessus, parce que est-ce qu'il est normal d'avoir des territoire complètement enclavé, avec aucun accès à la santé. On a des enfants sur place qui peuvent absolument pas aller à l'école ou qui doivent totalement se déplacer parce que ils sont trop éloignés du territoire, tout simplement. Quand vous dites que vous y travaillez dessus, c'est-à-dire de quelle manière? Sur le terrain, ici, on a Guyane Écologie qui travaille sur le sujet. On a besoin d'avoir des acteurs sur le terrain. Moi, c'est la première fois que je viens en Guyane, donc je suis pas au courant de toutes les problématiques, en toute honnêteté. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir ces échanges pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut avancer les sujets. Et puis, il y a aussi le sujet de la biomasse, parce que c'est un sujet sur lequel on voit que ça peut être la solution magique sur l'alternative. Il faut voir comment ça se passe. Le fait c'est qu'on ne peut pas tout détruire pour avoir une alternative. Donc voilà, c'est tous ces sujets qu'on travaille. Et puis c'est pour ça que avec les personnes sur place de Guyane Écologie, on a un lien fort et on doit travailler sur le territoire. Donc on doit faire Guyane Écologie, le relais avec les eurodéputés, les députés de l'Assemblée nationale pour travailler ensemble sur ces sujets-là. Dernière question et assez rapidement, Caroline Rose, est-ce que vous continuez d'être sincèrement convaincue que l'Union européenne, avec tout ce que ça représente, et vous nous l'avez un petit peu expliqué, de difficultés, de lenteur administrative, peut vraiment avoir une action efficace en Guyane et dans les autres RUP, alors même qu'on voit bien, j'ai balayé mon micro, alors même qu'on voit bien tous les jours à un niveau inférieur au niveau de l'État français, que même eux, ils ont des difficultés et qui se confrontent, on va dire, aux limites du territoire guyanais? Alors en effet, les lourdeurs administratives de l'Europe, c'est une grosse problématique et ça on l'inclut dans les rapports, mais il y a quand même au niveau national une volonté politique et une défaillance de l'État. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire c'est la faute à l'Europe, mais on a quand même une grosse défaillance de l'État aujourd'hui par rapport aux annonces et par rapport aux actes concrets qui se passent en Guyane. À un moment donné, désolé du terme, il va falloir qu'ils se bougent. Ce n'est pas que de la faute de l'Europe. Merci beaucoup Caroline Rose d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, je le rappelle, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, et vous étiez en Guyane depuis dimanche, vous repartez aujourd'hui. Vous reviendrez ? Je reviendrai et je reviendrai voir ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait par entre-temps. Rapport aux annonces du gouvernement. On vous invitera à nouveau. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée. Merci à vous. Radio Pays.